Bonjour à tous les deux. Alors on bascule en mode podcast, on met notre casque et on s'approche de nos micros et effectivement dans une configuration podcast et on oublie évidemment l'environnement autour de nous, même s'il y a encore beaucoup de monde dans la salle ce midi. Bonjour à tous les deux. Donc on est là pour cette vision croisée entre une organisation européenne et une association professionnelle nationale au sujet de ce qu'on appelle les affaires publiques ou la régulation. Et on va démarrer peut-être par un petit tour de présentation. Pierre Devoise, qui travaille donc dans une organisation nationale, Alliance Digitale, et qui a évidemment fait de ce sujet de la régulation des affaires publiques un sujet important. Ça fait déjà des années que notamment Nicolas Rieul, le président, pousse ce sujet. C'est un sujet important. Oui, j'espère que c'est un sujet important en tout cas. On fait en sorte que ça le soit. On a une ambition de développer les affaires publiques au niveau français et au niveau européen. Les affaires publiques, en deux mots, c'est la représentation des intérêts, donc ici les intérêts du secteur du marketing digital, aussi bien au niveau français et aussi au niveau européen, parfois de façon autonome, parfois via nos réseaux, donc l'IAB Europe. Et donc à partir du 1er janvier, via le rapprochement avec la DMA, nous aurons le privilège d'avoir aussi la FEDMA pour cet appui. On va y revenir, mais on peut parler de lobbying ou c'est un gros mot ? Alors moi je trouve que c'est pas un gros mot, c'est un mot qui est devenu galvaudé, qui donne l'image d'un gros monsieur qui fume des cigares dans un lobby d'hôtel. Non, c'est pas ça. Je pense que évidemment le lobbying, il y a une grande partie aussi qui est de raconter à ceux qui font la loi les spécificités, les détails, les complexités, parce que les policymakers comme les régulateurs ne peuvent pas tout savoir. Donc c'est évidemment un outil essentiel de la construction législative et réglementaire. Et donc, moi, j'appelle à ce que ce mot ne soit plus galvaudé. Je vois que les ONG qui font aussi du lobbying parlent de plaidoyer pour s'en différencier de façon très habile. Mais moi, j'aimerais qu'on arrive à pouvoir finalement redonner au lobbying ses lettres de noblesse. Alors en tout cas, Alliance Digitale travaille avec l'IAB Europe depuis quelques années, mais effectivement, la nouveauté, c'est l'arrivée de la DMA et son équivalent européen, donc la FEDMA. Bonjour Enrico Girotto, directeur of Public Affairs de la FEDMA. Comment est-ce qu'on peut présenter cette organisation ? Merci de m'avoir invité d'abord. Et, la FEDMA, c'est la Fédération européenne de data marketing. C'est une association européenne qui donc représente le secteur de la data marketing au niveau européen à Bruxelles. Et cela veut dire qu'on représente tous les canaux de communication de la marketing, à partir des canaux qu'on peut considérer un peu plus traditionnels, le télémarketing, le marketing. L'email marketing. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui de plus en plus, évidemment, la publicité personnalisée en ligne. Donc, évidemment, on traite beaucoup des sujets concernant la protection des données, protection des consommateurs, et aussi de plus en plus intelligence artificielle, concurrence des marchés numériques. Donc il y aura une vraie complémentarité entre les sujets historiquement adressés par l'IAB Europe et par la FEDMA. Absolument. Notre champ de travail peut-être c'est un peu plus large avec les canaux plus traditionnels, mais sinon oui, avec l'évolution dans le numérique, évidemment il y a beaucoup de liens entre ce qu'on fait nous et au niveau de la France, l'Alliance Digitale. Et Enrico, vous êtes basé à Bruxelles ? Absolument. Comme on venait de dire, 13 000 lois ces dernières années. Donc, évidemment, c'est très important d'être présent sur le lieu parce que c'est là que tout se passe. Dans les lobbies, dans les couloirs, notamment du Parlement. Alors, on va, avant de parler du futur, de l'année 2025, on va peut-être juste jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Pierre, il y a eu beaucoup de textes européens ces dernières années, RGPD, DMA, DSA et quelques autres. Quels ont été vos principaux combats, vos principaux succès en matière de régulation ? Alors c'est gentil de me demander de mes succès, parce qu'en affaires publiques, on n'en a pas beaucoup. Ça fait partie du job. Peut-être pour revenir, tu parles des enjeux européens, moi j'aimerais revenir sur un enjeu français qui a été mentionné à plusieurs reprises ce matin, qui est l'enjeu autour du financement des médias, qui a été notamment piloté par les États généraux de l'information, qui était une demande du président de la République. Il y a eu ensuite une étude commandée par l'ARCOM et le ministère de la Culture, et il y avait une vraie volonté côté Alliance Digitale de s'insérer dans ce débat, de montrer que la publicité en ligne était un facteur important du financement des médias et qu'il y avait un besoin de la préserver. Et ça, on a réussi à le faire et on en est très content. Ça s'est matérialisé dans le rapport des EGI qui a été publié en septembre, par le fait que ce soit marqué noir sur blanc, que ça fait partie du modèle économique, c'est important, mais aussi sur le volet préservation, sur des propositions liées à l'interopérabilité des systèmes d'intermédiation publicitaire,
dans cette salle, tout le monde est conscient que le partage de la valeur peut prêter à discussion. Et nous, l'Alliance Digitale, on considère que pour que le marché fonctionne mieux, on a besoin d'avoir un meilleur partage de la valeur. Et donc, on s'est introduit finalement un peu par la fenêtre sur cette question de financement des médias. Et on a réussi, je pense, à convaincre à la fois le pouvoir politique. Bon, Nicolas rappelait ce matin que le gouvernement a été renversé. Pour autant, on pense que du côté des ministères, on arrive à être relativement à l'aise pour parler de l'intérêt de la publicité. Et donc, sur ce sujet-là, on veut vraiment continuer d'avancer, et on veut continuer d'avancer au niveau européen, et c'est pour ça qu'on a besoin d'organisations comme la FEDMA, puisqu'on est quand même dans un monde évidemment très globalisé, et les réglementations, elles fonctionnent évidemment beaucoup mieux dans un environnement à 27 homogène, du moins du mieux qu'on peut, plus que évidemment qu'en France. Donc c'est pour ça que cette question-là, notamment de l'interopérabilité et du self-referencing, on veut poursuivre au niveau européen avec l'aide des ministères et des politiques en France. Enrico, même question. Ces dernières années, quels ont été les principaux combats et succès de la FEDMA? Comme Pierre vient de dire, parfois c'est difficile de mesurer les succès. Le lobbying, ce n'est pas une science exacte. Et heureusement, sinon on n'aurait plus une démocratie. Mais en termes de succès, effectivement, on peut compter le succès qu'on a eu concernant la loi sur les services numériques, le Digital Services Act. Pendant les négociations sur le DSA, à un moment, on a eu une coalition de députés européens qui avait proposé de complètement interdire la publicité personnalisée. Évidemment, là, la cible était les gros excès venant de certaines grandes plateformes. Et donc là, évidemment, on a dû se mobiliser. Il y a tout un monde derrière la publicité en ligne, surtout plusieurs petites entreprises qui dépendent de ce canal de communication. Et donc là, on a collaboré avec d'autres associations européennes qui représentent les différentes parties de l'écosystème publicitaire pour élaborer une réponse collective et surtout montrer que quand on parle de publicité personnalisée, on ne parle pas que de grosses plateformes. Et effectivement, là, on a réussi à éviter le pire avec un texte final bien plus nuancé, avec des restrictions, oui, mais des restrictions qui sont raisonnables et qui vont dans la bonne direction, éviter les cas les plus catastrophiques, aussi les impacts les plus importants sur les individus, les consommateurs, et par contre, garder la possibilité pour les marketeurs de se connecter au bon public. Pierre, un rebond ? Oui, ce que dit Enrico est très important sur le collectif. On est au milieu de la chaîne de valeur, entre guillemets, et on a un rôle qui est de fédérer autour de nous. Fédérer aussi bien les annonceurs que les éditeurs. Et ça, on a réussi sur les propositions que j'ai mentionnées à le faire avec l'UDM d'un côté et l'APIC de l'autre. Et ça montre que l'enjeu de la publicité, comme le dit Enrico, c'est pas que les grosses boîtes, et c'est pas non plus que les intermédiaires techniques que personne ne connaît, dont on trouve que le fonctionnement est un peu opaque. Non, ça profite à tout un écosystème, des annonceurs jusqu'aux éditeurs de presse. Et indirectement également aux citoyens, parce que cette pluralité des médias a aussi un impact positif sur la démocratie. Et on a un peu plus de mal à faire signer les organisations de citoyens avec nous. Alors, à propos d'élections de démocratie, si je ne dis pas de bêtises, il y a une nouvelle commission qui est en train de se mettre en place. Il y aura, j'imagine, de nouveaux projets en 2025. Alors, peut-être Pierre, c'est quoi les grands enjeux de l'année qui s'annoncent ? Au niveau européen. Au niveau européen. Alors, je pense que le sujet qui est sur toutes les lèvres, et j'ai d'ailleurs écouté attentivement certaines des interventions de ce matin, et il a été mentionné, c'est le fameux Digital Fairness Act, donc qui serait une nouvelle réglementation qui viserait à réformer le droit des consommateurs qui est actuellement en vigueur. La différence de ce Digital Fairness Act avec ceux que l'on a connus, c'est que le focus ne sera plus seulement sur est-ce que vos outils publicitaires sont suffisamment privacy preserving ou privacy proof, mais ce sera plutôt sur les conséquences de cette personnalisation. Donc, dans les rapports qu'on voit qui sont préparatifs à ce texte, on voit que les bénéfices de cette personnalisation sont à peine mentionnés. En revanche, ces conséquences négatives sont très surestimées, et notamment envers deux catégories d'acteurs qui sont d'un côté les mineurs, donc tous les effets de la personnalisation qui peuvent être sur les mineurs, et de l'autre côté, les personnes vulnérables. Autant faut-il savoir ce que sont ces personnes vulnérables, quand est-ce qu'elles sont vulnérables, et si vraiment ces personnes vulnérables sont derrière un ordinateur. Donc en fait, ce texte-là
Il va structurer, je pense, l'ensemble des discussions qu'on va avoir en 2025. Il devrait voir le jour plutôt en 2026, le début des discussions. Mais il va structurer, et il commence déjà, et il est sur toutes les lèvres au niveau du Parlement comme de la Commission. Alors Enrico, il risque d'y avoir un deuxième round de négociations avec ce sujet d'interdiction potentielle qui pourrait revenir avec cette nouvelle commission? Absolument. Et juste pour ajouter sur le Digital Fairness Act, une autre chose qu'on s'entend, et c'est une extension des obligations de transparence déjà prévues dans la loi sur les services numériques, Digital Services Act, à tous les autres acteurs de l'écosystème publicitaire. Actuellement, ce n'est uniquement plus pour les plateformes, ça va donc s'appliquer aux intermédiaires aussi. Et un autre sujet très important pour le secteur, tout le monde, je pense, est au courant de la situation très triste du règlement e-privacy, qui n'a jamais abouti à un texte final. Et bien, évidemment, tout le monde est très frustré par la situation actuelle, et donc très probablement, la proposition de règlement actuelle va être retirée. Et il y a plusieurs options que la Commission est en train de considérer, entre autres toute une nouvelle proposition de règlement. Et sinon, plusieurs initiatives législatives qui adressent des éléments spécifiques du règlement actuel. Donc potentiellement toute une nouvelle loi uniquement sur les cookies, une autre loi sur les sujets télécoms, une autre loi sur d'autres sujets qui concernent plus les États membres. Donc oui, on aura du boulot. Pierre, qu'on comprenne, il y a des nouveaux textes qui sont effectivement à l'initiative des politiques au niveau européen, et puis il y a aussi en parallèle toujours les régulateurs, les CNIL européennes qui ont aussi leur propre dynamique. Ça fait beaucoup de textes à devoir surveiller en permanence. Alors ça fait beaucoup de textes à devoir surveiller, et ça fait beaucoup d'interprétations à devoir surveiller aussi. Je pense que ce que dit Enrico sur le projet de règlement e-privacy qui n'a jamais abouti est un exemple parfait. Puisqu'il n'a jamais abouti, les régulateurs, et notamment le CEPD, donc qui est finalement la CNIL des CNIL, si je devais caricaturer, se sont mis à réinterpréter la directive e-privacy, donc le texte qui est lui applicable, à l'aune des enjeux de 2024. Donc on se retrouve avec des autorités de protection des données qui viennent réinterpréter des textes de 2001 ou de 2009 à l'aune des technologies de 2024, et évidemment dans un sens qui leur paraît favorable. Et donc la question, c'est est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où, du fait de l'absence d'accord côté législateur, les régulateurs se transforment d'une certaine façon en législateurs. On l'a vu récemment, du coup, sur la directive e-privacy, sur plusieurs aspects. Et l'inquiétude que l'on a, notamment avec le CEPD, c'est que ce n'est pas l'objet d'une discussion démocratique. Lorsqu'une loi elle est adoptée, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, c'est parce qu'il y a un consensus démocratique à un temps N. Là, ce sont des régulateurs qui ne sont ni élus et qui ont une interprétation qui va au-delà de ce que le législateur avait envisagé au départ. Et donc la problématique est là, et elle est d'autant plus grave au niveau du CEPD que lorsque le CEPD rédige des avis ou des lignes directrices, ceux-ci ne sont pas challengeables, donc on ne peut pas faire de recours devant une autorité administrative comme on pourrait le faire par exemple avec des lignes directrices ou des avis de la CNIL. Donc ça nous enlève, ça nous ampute de quelque chose qui est très important, et quand je dis nous, c'est évidemment nous l'industrie, mais aussi la société civile. Ça enlève, ça ampute tout le monde. Enrico, les entreprises, elles peuvent être les victimes un peu collatérales de cette concurrence entre les autorités de régulation et les législateurs européens? Je ne parlerai pas forcément d'une rivalité entre les deux, mais c'est vrai que oui, les entreprises sont les victimes d'un cadre réglementaire de plus en plus complexe, ou évidemment devient encore plus complexe à cause des interprétations divergentes et souvent assez conservatrices des régulateurs. Et donc c'est pour ça que dans un cadre plus de simplification, on appelle souvent, surtout par rapport à l'action de ces régulateurs, de se coordonner entre régulateurs différents. Et là, je parle par exemple entre les régulateurs pour la protection des données, les régulateurs sur la concurrence. Et ils vous entendent ?
On verra avec la nouvelle commission, avec les nouvelles lois qui vont être adoptées et interprétées. Donc voilà, on essaie de rester positif. Au niveau français, on a fait des progrès quand même. L'autorité de la concurrence est de plus en plus saisie par la CNIL sur des sujets très importants. Le dernier en date, c'est la recommandation mobile. Donc on avance. On a été voté dans le cadre de la loi SREN, qui était la loi qui adaptait le DSA et le DMA notamment en droit national, un réseau aussi de coordination de ces régulateurs pour s'assurer que les problématiques du numérique qui sont nécessairement horizontales soient aussi discutées de cette façon-là et non pas uniquement avec des prismes verticaux qui sont ceux des mandats des autorités de régulation. Donc on avance, mais il y a encore évidemment beaucoup de choses qui restent à améliorer pour donner une forme de sécurité juridique à l'ensemble des entreprises. Surtout qu'en 2025, on rentre dans un nouveau monde avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis et on sent, avec notamment Elon Musk, une volonté de déréguler, de libéraliser assez brutalement sans doute l'économie américaine. Donc il va y avoir un énorme décalage entre ce qu'on peut observer aujourd'hui dans une Europe avec un certain poids de tous ces textes et ce qui risque de se passer aux États-Unis. Donc ça pourrait avoir un impact sur nos chers régulateurs à Bruxelles. C'est une forme de retour vers le futur, ça c'est sûr. Je me méfie de l'argument qui serait il faut, du coup, vu que les Américains dérégulent tout comme des fous, il faut faire la même chose. Mais c'est clair qu'il faut qu'on en prenne conscience. Je pense que le rapport Draghi a été cité 12 fois depuis le début de la matinée, et pas du tout par des gens qui sont spécialistes en affaires publiques. Ça montre bien quand même qu'il y a un sujet, et que si ce déséquilibre s'accroît, c'est une révolution supplémentaire que l'Europe risque de louper. Et évidemment, je pense à celle de l'intelligence artificielle générative. Et la problématique que ça entraîne, c'est qu'à partir du moment où vous loupez le train, vous êtes dépendant derrière pendant un nombre d'années qui est assez important jusqu'à ce qu'une nouvelle innovation potentiellement arrive et que vous soyez en mesure ou non de vous en saisir. Donc, en effet, ça n'arrange pas la situation que l'on connaît aujourd'hui. Oui, Enrico, je citais votre compatriote, Emma Marcegaglia. Là, on est sur l'IA, on est presque dans la caricature. On a fait les textes avant même d'avoir les champions. Donc, il va y avoir un vrai différentiel culturel entre l'Europe et les États-Unis. Évidemment, comme Pierre vient de dire, le rapport Draghi est un signal... Encore en italien, mais décidément. Ah oui, ça dirait quelque chose. Et le rapport Draghi, évidemment, est un signal d'alarme. Est-ce que ça va être suivi? On verra. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait du Digital Fairness Act. Donc là, on peut déjà imaginer, OK, ça va être... on va avoir de nouvelles règles, donc encore plus des textes réglementaires, etc., etc. Mais on peut déjà voir l'intention, au moins une intention de la Commission européenne de ne pas, et là j'utilise une expression anglaise, réinventer la roue, mais juste une intervention législative ciblée. Évidemment, là, on verra avec la consultation, la nouvelle proposition de cette loi, et je parle uniquement de ces cas spécifiques, mais on peut déjà voir dans nos échanges avec la Commission une intention à suivre cette logique. Très bien, donc on va être optimiste. Alors il va être temps de conclure. Pierre, je vois Idodine de la tête. La vision, en tout cas pour les prochaines années, c'est justement de travailler sur cet équilibre entre innovation et régulation. Et le fait de travailler avec la FEDMA, ça va vous donner plus de poids auprès des autorités de Bruxelles? Oui, ça c'est certain. Moi, je compte m'y investir. Si je reprends ce que disait Enrico, alors la Commission nous dit qu'elle ne veut pas réinventer la roue. Moi, je suis un petit peu sceptique et j'ai peur que finalement... elle arrive à une conclusion où il y aura plus de textes, encore plus de régulateurs, et que finalement, sans réinventer la roue, tout soit carré derrière. Et que on se retrouve de son point de vue. Oui, on se retrouve dans une situation où les mêmes obligations sont traitées par plusieurs régulateurs qui auront chacun des interprétations potentiellement différentes au sein des États membres, et que l'objectif initial de l'Union européenne, et qui est rappelé à maintes reprises par la Commission, qui est une homogénéité, ne soit pas, en tout cas n'aboutisse pas ou ne s'améliore pas dans les prochains mois. Donc moi je suis pas très optimiste, mais évidemment on va essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus positif dans les prochains mois, et évidemment là-dessus la FEDMA sera d'une aide importante. Enrico, le mot de la fin? Sur ça, je peux dire que pour les années à l'avenir, on a effectivement des objectifs très proches de ce qu'on vient de discuter, évidemment, et surtout
assurer un cadre juridique harmonisé et cohérent où on s'assure les synergies entre plusieurs régulateurs, plusieurs autorités compétentes, comme déjà dit tout à l'heure, entre protection des consommateurs, protection des données, concurrence. Et hier, déjà, on a eu le CPD qui a annoncé... Rappelons ce que c'est que le CPD. Oui, désolé. Qui a annoncé de vouloir encore plus travailler avec les autres autorités. Donc oui, ça va être un élément très important pour s'assurer la cohérence entre les nouvelles lois qu'on vient d'adopter, les lois existantes, particulièrement le RGPD, et les nouvelles lois qui vont être proposées dans les années à venir. Très bien, en tout cas, bon courage et merci évidemment pour votre action auprès de nos chers régulateurs à Bruxelles. Bonne fin de journée à tous les deux.